Saviez-vous que le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs ? Oui, bien sûr que vous le saviez, on le répète tout le temps. Mais vous rendiez-vous compte que vous pourriez, vous, également participer à cette formidable aventure ? Pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et à peu près partout. Et vous faites comme Cindy, Jean-François Antunes, Choc Kempenich, Kevin Le Texier, K1K, Hugues Allard, Lionel G et beaucoup d'autres patriotes que nous remercions chaleureusement de leur participation. Et que vous soyez patriote ou non, n'oubliez pas que nous organisons une rencontre le 16 septembre à Paris à 16h. Les détails sont aussi sur le site et vous pourriez venir nous retrouver et passer un bon petit moment ensemble. Ça serait sympathique de vous y voir. Et maintenant, c'est l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. C'est la rentrée et nous sommes donc remontés, prêts à partir pour encore une nouvelle saison de Techerie merveilleuse. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir GG Kainborg, Jérôme Kainborg, qui Bonjour est lui à aussi tous. en forme. Bon retour de vacances. Ouais. J'espère qu'elles furent bonnes. T'as passé d'excellents moments, des trucs mémorables, t'as joué avec plein de téléphones. Ah, moi, j'ai pas ça pris de vacances, moi. Ah, ok, d'accord. Ah non. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Bon, merci en tout cas d'être avec nous pour ce rendez-vous tech où on va parler notamment d'IFA, le grand salon de l'électronique grand public européen qui vient de se tenir en Allemagne. On va parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle un petit peu aussi. On va parler de plein d'autres petites news intéressantes comme le fait qu'Uber a enfin trouvé un CEO. Tinder fait plein d'argent, il y a des guides d'éthique pour les voitures autonomes édictées par l'Allemagne, enfin plein de choses comme ça. Et pour nous aider à décortiquer tout ça, on a l'immense plaisir de recevoir Pépé Garcia qui nous rejoint pour la première fois dans le Rendez-vous Tech. Bienvenue Pépé. Salut les garçons, ça va? Vous allez bien? En grande C'est une merveille forme. de pas vous voir. Vous entendre seulement. C'est le plaisir, Ça fait du bien. tu vois. Oui, c'est ça fait exactement. du bien. Le plaisir Je suis de chez moi, l'audio allongé, uniquement. complètement claqué. Je refuse juste de rentrer de l'IFA au bout de 6 jours. Donc c'est merveilleux. Je suis très content d'être invité. Je vous remercie par avance pour ces moments délicieux que nous allons passer ensemble. Mais On- quelle présentation, c'est magnifique. Bah tiens On justement, pardon GG, GG. Ouais, juste. Il y a, on le il y a dit Pépé rarement, et mais- GG, c'est Pépé Ouais. et GG sont Pépé dans un et podcast GG, en voilà. fait. Ouais. On le dit rarement, mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas toujours compte quand ils y vont pas. Mais ces salons, en fait, tu es entouré de gens tout le temps. T'es dans un brouhaha tout le temps, et c'est épuisant. Oui, Ouais. parce que il y a un truc important, c'est qu'à chaque fois que les gens nous voient partir, on va à Las Vegas, on va à Berlin. Oh, vous partez en vacances. Le moment qu'on monte dans l'avion, c'est qu'on part en vacances. Mais sur place, c'est juste l'enfer. C'est que tu passes ta journée sur un salon avec du bruit, à marcher sur de la moquette pendant des kilomètres et des kilomètres. Et quand tu rentres le soir dans ta chambre d'hôtel, c'est pour envoyer des fichiers dans tes rédactions, pour bosser toute la nuit. Et tu recommences le lendemain matin à 8h30. Ah oui, Donc, oui, c'est un travail de délicieux. Moi, forçat. j'adore. Ah oui, c'est un travail de forçat, mais c'est Ouais. sublime, c'est une chance incroyable. Mais j'ai même pas eu le temps de me balader dans Berlin, quoi. J'ai fait 6 jours, salon, hôtel, salon, hôtel, salon, hôtel. Ouais, En et même c'est temps, surtout, Berlin, je veux pas être méchant, mais t'as vite fait le tour. C'est une belle ville. Non, là, je vous stoppe. Trouvez le frein et stoppez le train. C'est une très belle ville. Dans le noir. Moi j'aime bien Berlin-Ouest, Oui. Berlin-Est, c'est quand même, enfin c'est très, comment dire, soviétique quoi. C'est quand même Faut aimer la particulier. géométrie, ouais. Ouais, C'est voilà. un lieu d'artistes. Et les gens sont C'est en vrai train que de ça a refaire changé, ouais. Berlin-Est. Il y a beaucoup de choses qui s'y créent. Quand le mur est tombé, tous les artistes ont Berlinois essayé sont géniaux. de réhabiliter Berlin-Est. Bon, Oui, bref, tout à on n'est fait. pas là pour parler de- Non, on n'est pas. Enfin, oui, moi j'avais une Hop. relation avec une berlinoise à un moment. J'y étais allé quelques fois. C'est vrai que c'était une ville Oh my hyper God. dynamique, quoi.
Mais bref, oui. Et vous savez quoi? On va parler donc de l'IFA et des impressions et tout ça. Et surtout, je voulais dire l'une des raisons pour lesquelles c'est tellement compliqué d'aller dans un salon comme ça et on travaille tellement, c'est que depuis une dizaine d'années, l'internet est devenu tellement temps réel que avant, il y a une époque, on allait dans un salon et puis on ramenait les papiers, genre pour le document, pour le numéro. Voilà, je cherche mes mots. Le numéro du mois suivant. Là, c'est si tu l'as posté 3 heures après tout le monde, t'es en retard et plus personne te lit. Donc c'est effectivement assez intense, quoi. Mais Pépé, voilà. Pépé, s'il y a des gens qui te connaissent pas dans l'émission, avant de se lancer sur l'IFA, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui ne doivent pas me connaître. Moi, je suis journaliste. À la base, ça fait maintenant, j'ai commencé ma carrière de journaliste il y a longtemps, il y a 20 ans, et j'ai la chance d'avoir travaillé dans des très gros médias et de continuer à le faire. Donc actuellement, les médias avec lesquels je travaille actuellement, il y a le groupe Next Radio, enfin Next Radio TV, donc BFM Business 01 Net TV, ainsi que RMC. J'ai fait Canal+ pendant 2 ans, j'étais au numérique pendant 4 ans, j'ai fait Cobuzz, voilà, j'ai fait plein de trucs, Energy Games et autres. Et je suis un passionné de high-tech, c'est-à-dire toutes les facettes de la high-tech m'intéressent, les matériels et autres. Et j'ai également ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a 2 ans. J'ai une YouTube totalement indépendante, sans sponsoring, sans placement de produits et autres, qui est PP World, sur laquelle je fais de la high-tech également, des billets d'humeur et des voyages à la première personne. C'est parfait. C'est une présentation comme j'en aurais rêvé. Et j'ajoute que c'est très complet et magnifique. J'ajoute que tu es sans doute la personne de l'univers de la tech qui est la plus j'ai envie de dire enthousiaste, mais tu amènes vraiment de la bonne humeur dans cet univers, et c'est un truc qui parfois nous manque un petit peu, mais complètement. Et moi, ça me plaît énormément, donc je suis très heureux. On a de la chance de faire ce métier, et on a de la chance de voir des produits formidables. Et pourquoi que tu fasses la gueule? Je veux dire, on verrait que de la dope tout le temps, et on serait tout le temps pas à voyager dans le monde entier. Je ferais peut-être la gueule, mais on a un métier formidable, on a beaucoup de chance. Je remercie tous les matins, moi. Exactement. Voilà. On est tous dans ce cas. Et justement, puisqu'on fait un métier formidable et qu'on voit des choses formidables, voyons des choses formidables qui ont été présentées. Alors, je dis l'IFA, c'est un petit peu l'IFA et affilié, parce que il y a des trucs qui ont été présentés à peu près en même temps, en parallèle, etc. Mais bien sûr, qui dit électronique grand public dit forcément téléphonie et donc smartphone. Et on a eu une petite flopée de smartphones. On va peut-être commencer par ça. Il y a eu le Samsung Galaxy Note 8 qui, alors petite pas mea culpa, mais enfin, je pensais que le Note 7 la marque Note ne survivrait pas à l'accident industriel du Note 7. Et comme aussi. On sent, ouais, toi aussi, c'est pas juste moi qui m'étais un petit peu emballé. On était plusieurs. Non, c'était pas toi, on était plusieurs dans la profession à se dire, il faut absolument casser la lignée. On s'est dit Note, alors maintenant c'est associé à Bing Boom Badaboom, et je pense que malgré tout ils l'ont bien fait, parce que si le Note 8 n'a aucun problème technique, ils seront parvenus à exorciser le Note et pourront continuer la lignée. Ouais, voilà. Complètement. Ouais. Je suis assez d'accord, et ça m'a beaucoup surpris. Et en fait, le fait qu'ils continuent droit dans leurs bottes, au final, comme quoi, il faut peut-être pas forcément réagir dans l'instant sur le problème, même pas du jour, mais de la semaine ou du mois, et un petit peu de stabilité peut être bénéfique au final, quoi. Là où ils ont pas trop mal géré le truc, c'est que ils l'ont sorti sans complexe. Tu vois, ils auraient pu le sortir genre oh là, attention, on est désolé, maintenant tu vois, la batterie explose plus. Stop. Ouais. Je vous arrête, les garçons, ils se sont excusés pendant la conférence, Ils ont dit on s'excuse, on est désolé pour ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été plus loin. Je veux dire, ils l'ont fait avec beaucoup de classe. C'est ça, c'est-à-dire que s'ils en avaient pas parlé, restés bloqués en fait. Ouais, s'ils en avaient pas parlé, ça aurait été bizarre. Et là, ils ont juste, comme on dit en anglais, acknowledged. Ils ont admis qu'il y avait eu ce problème, mais ils ont avancé, ils ont continué tout droit. Et et puis ils ont quand même annulé le feu d'artifice qu'ils avaient prévu à la fin. Ça aurait été un peu touchy, quoi. Allez, c'était la dernière blague. Oui, là, je crois que on clôture la saison des blagues du Note qui explose. Effectivement, c'est encore possible aujourd'hui, mais ça se termine, quoi. Donc, le Note 8, on va peut-être en parler un petit peu. Je vais juste dire également qu'il y a le LG V30 qui coup de cœur. C'est le coup de cœur de beaucoup de gens visiblement. Je vais expliquer pourquoi. On va y venir justement, mais je pense que Jérôme a lui aussi lorgné sur le V30
V30 parce que visiblement c'est il a pour les photographes une belle surtout pour les vidéastes, quoi. Pour les vidéastes. Les vidéastes, c'est l'audio, c'est du jamais vu. Jamais entendu en audio. Alors, joli retour. Ouais, il y a aussi le Moto X4 qui a été annoncé et le Sony Xperia XZ1. Alors tout ça, le Moto X4 c'est un téléphone on va dire milieu de gamme, une bonne bestiole à 400 €. Le Xperia c'est comme souvent chez Sony un petit peu plus au-dessus, on est autour des 700 € on va dire. Mais je crois que on peut, je vais vous demander vos impressions vraiment en 2 secondes sur le Note 8 qui et encore une fois l'un des meilleurs téléphones de Samsung, donc un excellent téléphone. Mais je crois qu'on va vite avancer sur le LG V30 qui était effectivement la surprise. Donc en 2 mots Samsung et puis on parle du LG V30. Moi, je sais pas où. Si, vas-y Pépé. Vous me dites. Ça va être très rapide. Pour moi, le Note 8 est un excellent produit, mais ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'il n'y a pas de cassure réelle entre le S7 et le Note 8. C'est-à-dire que pour moi, le Note 8 c'est une version entre guillemets un peu plus wide du S8 avec le stylet en plus. Il n'y a pas eu. Les gens sont quand même restés un petit peu sur leur faim avec le Note 8. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on attend quelque chose de mirifique, quelque chose d'incroyable à chaque nouveau téléphone. Ça reste un très haut de gamme avec des choses incroyables à bord, mais il n'y a pas vraiment un palier au-dessus du S8. C'est ma position. Jérôme. Voilà. C'est effectivement ce qu'on peut reprocher effectivement au Note 8, c'est qu'en termes d'innovation par rapport au Galaxy S8, il y a pas grand-chose, voire rien. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est le positionnement prix, c'est-à-dire que Samsung va au bout de sa stratégie qu'il a entamée maintenant il y a 3-4 ans. On fait des téléphones sans complexe, mieux que les iPhones, donc pourquoi on les vendrait pas au même prix, voire plus cher. Stratégie aussi employée par Google avec le Pixel, c'est la création pour moi d'un très haut de gamme Android, qui est la preuve aussi qu'on est dans un marché qui est plus que mûr maintenant. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble du marché des smartphones, ça va du très haut de gamme à l'entrée de gamme le moins cher. On n'a jamais eu des smartphones aussi peu chers. Donc, je dirais qu'il y en a maintenant pour tous les goûts et toutes les bourses. Mais le Note 8 est un produit statutaire avant tout, quoi. C'est un produit pour patron. Enfin, je schématise un peu, mais faut les sortir quand même les 1 000 € pour d'entrée, je dirais, pour ce produit-là. Oui, comme effectivement les produits très haut de gamme et on en parlera peut-être à un moment, mais il y a dans une semaine la présentation d'Apple et le nouvel iPhone spécial là risque d'être dans ces prix-là aussi. Ce qui, je vais pas dire qui dessert, mais on le sent venir depuis quelques années avec l'agrandissement des tailles d'écran de téléphone. Le Note 8, dont l'une des caractéristiques est d'avoir un écran immense, est moins différent des autres qui ont eux aussi des grands écrans. Donc c'est la seule chose, mais bon, il n'empêche le Note 8 toujours cet Infinity Display magnifique en AMOLED, le Snapdragon 835 qui est le plus puissant du moment, 6 Go de RAM, un appareil photo 12 mégapixels. Il est IP68 donc étanche. Enfin bref, c'est le truc. C'est le haut de gamme. C'est le haut de gamme standard, on va dire. Le truc qui fait quand même vachement réfléchir, c'est que Samsung a quand même vachement baissé les prix déjà du S8. Donc l'écart entre le S8 et le Note est devenu assez énorme. Donc est-ce qu'ils vont baisser autant le Note 8 rapidement comme ils font avec tous les produits Galaxy? À ce moment-là, ça vaudra peut-être le coup de le regarder. Mais là, je trouve que l'écart est un peu grand pour finalement peu de différence, quoi. Bon, c'est vraiment si t'as besoin du S Pen, quoi, on va dire. Ouais. Alors le LG V30 justement, qu'est-ce qui fait qu'il est tellement sorti du lot finalement pour LG, qui était une marque qui avait, qui était peut-être un petit peu en retrait. Ils ont toujours eu des bons téléphones, mais là il a vraiment brillé ce V30. Pépé, pourquoi il t'a séduit? Alors d'abord, faut savoir que je trouve pas que LG soit en retrait. Quand il avait sorti au Mobile World Congress le smartphone modulaire, c'était quand même pas du retrait. Ils ont toujours tenté des choses sans complexe aussi. Alors après, commercialement, ça marche ou ça marche pas. Oui, ça a quand même été des idées d'ingénieurs. Je veux dire, il y a quand même des boîtes qui sont des boîtes d'ingénieurs où on pense des trucs. Après, c'est la partie marketing commercial ou l'accueil du public qui change. Moi, j'aime le V30. D'abord, ce que j'aime sur le V30, c'est qu'enfin, en France, on va avoir un V.
C'est-à-dire qu'il y avait le V10 et le V20 qui étaient vendus en Europe de l'Est ainsi que dans les marchés asiatiques, entre autres, parce que j'ai la chance d'aller souvent en Asie. Moi, je les ai vus 15 000 fois sur place, ces produits. La série V chez LG, c'est le haut du gamme, le haut du panier, tourné sur la vidéo et sur l'audio notamment. Donc là, l'arrivée du V30, pour moi, est une révolution dans le sens où, pour la première fois, on va avoir un V, et le V30 dispose, à ma connaissance, de la meilleure section audio jamais mise sur un smartphone. Pour commencer, capable de faire une prise de son en stéréo, de faire du mixage directement sur l'écran, avec un quad de DAC à l'intérieur, des réglages audiophiles. C'est du jamais vu sur un smartphone. On peut faire des prises de son dans un club de jazz et carrément les masteriser pour un CD en utilisant un smartphone. C'est vraiment la qualité commerciale, enfin professionnelle, tu veux dire, pour le micro intégré au smartphone. Non, pas le micro intégré, si on en rajoute. Mais oui, d'accord, ok, oui. Oui, mais il est capable, dans tous les cas, la section électronique avec les DAC sabres, la prise de son, le réglage du gain et autres, c'est quelque chose qui est une véritable table de mixage ambulante. Avec en plus une section photo 16 et 13 mégapixels, avec une correction derrière, on a une table de montage vidéo réelle en Ultra HD, 4K et tout le tremblement. Je n'ai jamais vu ça sur un smartphone. C'est pour ça qu'il le prédestine à des youtubeurs qui peuvent directement monter, faire des tournages en Ultra HD avec un son en stéréo, pouvoir le mixer, pouvoir faire un edit. Par contre, je me doute que les youtubeurs achètent ça, mais à la base, il peut faire ça, ce produit. Donc, c'est la première fois que ça arrive à un tel niveau pour la France. Même si le V10 et le V20 étaient déjà des bêtes de compétition. Donc, j'aime ce produit parce qu'en plus, l'écran est magnifique. Il y a des tas de fonctions. Moi, je l'ai trouvé magnifique. Sincèrement, je l'ai trouvé magnifique. Du coup, vous deux qui êtes youtubeurs, est-ce que c'est un produit que vous penseriez à acheter en genre prosumer pour une question de facilité de travail, en fait? Oui, parce que après tout dépend. Youtubeur, hein, ça veut dire vidéaste en gros, donc ça dépend ce que tu produis. Mais moi, j'ai toujours utilisé en complément de mes caméras, on va dire plus professionnelles, le smartphone comme un vrai outil de travail et de production. Beaucoup des séquences sur toutes mes vidéos sont toujours tournées au smartphone parce qu'il a l'avantage d'être toujours dans la porte et dans la poche. Et j'ai toujours cherché effectivement la meilleure qualité possible pour cette taille-là. Et ce que dit effectivement Pepe Garcia au niveau du son est hyper intéressant parce qu'en vidéo le son est plus important que l'image. Donc et même en audio, hein. J'ai appris ça avec 10 ans de podcasting. Même quand tu fais de l'audio était plus important que l'audio. Ouais. Même quand tu fais de l'audio est plus important que l'image en fait. C'est pas que en vidéo. Ouais. Bref, pardon, vas-y. Mais c'est une règle d'or que tout youtubeur apprend à ses dépens au début. Une vidéo avec un mauvais son, tu peux avoir la plus belle image du monde, filmée à la raid, machin, ça sert à rien. Ce qui m'intéresse beaucoup d'un point de vue vidéaste, c'est, je crois, le premier smartphone qui intègre un format Cinélog. Non, c'est pas le premier. C'est pas le premier. Ah. C'est le G6. Le G6 le faisait aussi, ouais, d'accord. 18 neuvième, et c'est le G6 le premier. C'est LG qui a lancé le deal directement. Mais ça, c'est une super bonne nouvelle pour les vidéastes. Rapidement, c'est un format un peu spécial au niveau du traitement des couleurs pour qu'on puisse faire de l'étalonnage derrière, mais qui permet d'avoir plus d'informations sur les images vidéo. Donc, c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant. Le truc qui m'est un peu inconnu, c'est parce que c'est aussi l'autre donnée importante en vidéo, c'est les qualités de stabilisation. Mais moi, je vais le tester. De toute façon, j'ai demandé. Il faut quand même se calmer, les garçons. Tous les gens qui veulent utiliser un smartphone quand ils sont vidéastes utilisent un stabilisateur 3 axes. Donc, on s'en fout qu'ils stabilisent entre guillemets. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Du coup, ça m'amène à ma question, à mon autre question, parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont quand même des consommateurs, on va dire normaux. On vante les qualités semi-professionnelles de ce téléphone. Est-ce que c'est un téléphone qui a également des avantages pour un utilisateur lambda qui veut juste avoir un téléphone pour faire des photos, peut-être des vidéos? Est-ce que c'est trop pour eux et ils vont pas vraiment s'en servir, ou est-ce que c'est vraiment un truc qu'on pourrait leur recommander s'ils tiennent bien sûr à ce type de capacité pour leur appareil? Moi, je vais être franc, je dis que c'est trop. C'est le problème qu'aura le V30. Le V30 dans les marchés, faut savoir, dans les marchés asiatiques, par exemple, je parle de marchés que je connais bien, donc tout ce qui est dans le coin de Hong Kong, Taïwan et le Japon. Tous les jeunes ou tout le monde aime bien avoir des matériels haut de gamme dans la poche. C'est-à-dire, ça ne dérange pas d'avoir un smartphone accroché à un DAC pour avoir de l'audio et autres. C'est quelque chose qui est
culturel. Je pense pas que certains marchés sont prêts à ça. Je ne pense pas que le V30 aura du succès en France, je le regrette, mais je pense que dans la culture, on n'est pas encore prêt à avoir ce type de matériel d'exception. On va plutôt acheter un iPhone ou bien peut-être un S8 qui sera vanté en faisant peut-être un peu moins de choses, mais qui paraîtra malgré tout plus commun. Là, on est dans le bouton à 5 pattes avec le V30, et c'est peut-être trop pour nous. Mais je souhaite que ça marche. D'accord. Voilà. GG Oui, le truc. Bon, après l'autre problème que va rencontrer le V30, même si son positionnement prix est plutôt bon, c'est que je pense quand même que fin 2017-2018, dans le haut de gamme des smartphones, la place est très très occupée avec l'iPhone 8 qui arrive, le Note 8, les Galaxy. Ça va être difficile. Puis il y a je t'interromps juste une seconde. Ouais, il y a exact. le Pixel 2 qui va arriver très bientôt, là, qui devrait être annoncé d'ici un mois. Là, oui, ça dépend si cette fois ils le vendront en France ou pas. Mais le marché va être très encombré. Il va y avoir beaucoup de brouhaha et ça va être difficile. Mais après, ça peut effectivement venir des youtubeurs si effectivement ils arrivent. Là, il y a une stratégie à avoir de LG. Est-ce qu'ils vont équiper des youtubeurs? Là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord, c'est que les gens achètent facilement quand même des produits prosumer si on leur explique bien que ce qui sert dans les métiers de ceux qui font des vidéos leur serviront aussi concrètement à faire des plus belles vidéos de vacances et ce genre de choses, quoi. Ouais, bah c'est un petit peu la question que je posais, quoi. Est-ce que ça va effectivement donner des plus belles vidéos de vacances? Finalement, si on simplifie la question. C'est oui. Là où j'étais pas d'accord avec, par exemple, la stabilisation. Oui, tous les youtubeurs ont un stabilisateur pour leur smartphone, mais pas le grand public. D'où, pour moi, l'importance d'avoir une stabilisation native dans un smartphone qui se met sur le marché de la vidéo, on va dire haut de gamme. Après, d'après ce que je lis, parce que moi je l'ai pas eu en main, ils ont l'air d'avoir pas mal travaillé toutes les fonctions automatiques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fonctions manuelles pour les youtubeurs et les prosumers, mais finalement après tout se joue dans la conversion en automatique. Est-ce que les fonctions automatiques, ce que l'iPhone fait très bien par exemple, l'iPhone mine de rien intègre beaucoup de choses prosumer, mais sont cachées. Parce que tout est automatique, mais ils ont fait un très bon mode automatique et c'est ce qui fait le succès de l'iPhone en termes de photos et de vidéos, quoi. Le S8 aussi, tout ce qui est en auto fonctionne très très bien. Donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais encore pour le V30, c'est vrai que le produit est tellement bivalent. D'un côté, on va certainement essayer de le placer chez des youtubeurs. Est-ce qu'ils auront envie de faire des trucs avec? J'en sais rien. Si ça marche, le public pourra peut-être comprendre. Moi, je suis un peu inquiet parce qu'en même temps, c'est l'image de LG sur. Moi, je parle de la France, je parle pas du reste de l'Europe ou de l'Asie. Est-ce que le public comprend LG comme une marque faisant ça? Je veux dire, il y a quand même eu beaucoup entre guillemets des petits échecs commerciaux au niveau de ces produits. Moi, ça m'ennuie beaucoup parce que j'aime beaucoup les produits. J'en ai testé qui étaient vraiment fabuleux. Donc ça, entre guillemets, vulgairement, ça m'emmerde que ça marche pas. Mais je suis d'accord en disant que avec le brouhaha, la cacophonie qu'il va y avoir dans cette gamme de prix, ça va être difficile pour le V30 de se faire un trou dans le sens où le V est inconnu en France. On n'a jamais eu ni le V10 ni le V20. Il faut savoir que c'est quelque chose de nouveau. C'est là où s'il y avait déjà une lignée, ça serait plus facile. Mais là, c'est un produit complètement qui tombe on ne sait où. Ouais. Et ils n'ont pas de légitimité sur le haut de gamme en France, en tout cas, pour l'instant, LG. Ils ont toujours été vus avec les LG G4, G5, G6 comme des challengers, un peu avant que les flagship killers arrivent, type Honor et tout ça. C'était un peu le credo de LG en France. Ouais. Donc, il va falloir cette image. C'est un excellent produit. Oui, écoutez, je pense qu'on a été effectivement assez. C'est un petit peu le coup de cœur de l'IFA. J'ai l'impression. Tout le monde est assez unanime. Le V30. Oui, le V30, oui. Oui. Le V30, oui. Tout ce que j'ai vu et notamment MKBHD qui est un reviewer américain qui est sans doute le plus populaire, le plus qualitatif, on va dire, sur YouTube en ce moment et depuis quelques années, c'est vraiment le téléphone qu'il a recommandé plus que le Essential par exemple. Il a fait une review du Essential, le fameux téléphone de Andy Rubin, qui est au final le verdict, c'est il y a plein de bonnes choses, mais
le verdict c'est save your money. En tout cas, il n'est pas disponible en Europe, donc c'est pas forcément une question qui se poserait pour nous. Mais il dit surtout au niveau caméra, c'est pas encore ça, et même un Pixel est meilleur, et surtout le V30 est meilleur sur à tous les points de vue. Il espère que le Essential 2 sera très bien. C'est un très bon premier jet, quoi. Donc voilà, juste pour clôturer cette partie téléphone. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de wearables, de technologies portées également présentées. On avait des trucs chez Samsung, chez Garmin, chez plein d'autres constructeurs. Et puis il y a eu évidemment des nouveaux ordinateurs, des tablettes, plein de trucs du genre. Mais du coup, je me tourne encore une fois vers Pépé pour demander, toi qui y étais, qu'est-ce que t'as vu qui t'a marqué dans toute cette immense catégorie de non-smartphones, quoi? Qu'est-ce qui t'a fait tourner l'œil? Ce qui m'a fait tourner l'œil d'abord, c'est l'abondance. Alors, c'est ce que tu disais, t'as cité les wearables. Il y a déjà, quand on va à Las Vegas, il y a un hall entier de wearables avec vraiment beaucoup de produits. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Je vais vous avouer, les gens qui me suivent le savent. Moi, personnellement, j'ai du mal. Non pas à croire, encore que, c'est ce que je vais dire, ce marché existe, c'est un fait. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment été complètement dedans. Tous ces bracelets, ces montres connectées, j'en parle autour de moi, je parle avec des tas de gens pendant les salons, je parle avec des followers, je parle avec tout ça. Les gens regardent ça, mais j'ai jamais vu quelqu'un se jeter sur le nouveau bracelet machin truc. À part les sportifs réels, les gens qui font de la natation, qui ont besoin de mesurer leur performance différemment qu'avec un smartphone qui aurait bien sûr le gyro et tout le tremblement à l'intérieur. Je pense que les professionnels du sport sont intéressés, le grand public, je suis dubitatif. Disons que le marché est clairement de taille, il a pas explosé comme certains pourraient l'espérer. Non. Ça c'est voilà. certain, ouais. On l'a annoncé il y a 2-3 ans, notamment au CES de Las Vegas, comme étant le marché de demain, avec vraiment tout le monde droit son bracelet connecté, tout le monde droit son machin, sa montre connectée de tous les côtés. J'estime que c'est un four. C'est un four parce que je ne pense pas que les gens aient malgré tout envie de ça. Je parle du public wide. Oui, bien sûr. Il y a effectivement donc des trucs qui ont été présentés là-bas. Je t'avoue que moi, c'est pas non plus le truc qui m'intéresse le plus, et on va dire c'est peut-être même la partie qui aujourd'hui m'intéresse un petit peu le moins. Mais il y avait des choses intéressantes. Parlons du coup des trucs qui t'ont plu. Il y avait bien sûr des télés qui étaient impressionnantes, mais enfin là c'est libre antenne. Qu'est-ce que de quoi tu voudrais parler aux auditeurs à propos de ce salon? Alors, si on parle de la partie télé, on va le faire assez rapidement malgré tout. Pour les téléviseurs, c'est la course aux diagonales, comme toujours, avec des téléviseurs OLED de plus en plus grands. Le seul truc que je voulais dire sur la télé, que je trouve important, c'est que je pense que les fabricants, lors des salons, se rendent pas compte qu'ils proposent des produits qui coûtent entre 5, 10, 15 et 20 ou 30 000 euros. C'est-à-dire que les gens sont tous là en train de voir les téléviseurs OLED de tous les côtés. Il y en a pas un qui coûte moins de 3 000 euros. C'est un peu compliqué, je veux dire, d'arriver à faire passer la pilule à des gens qui sont là, on dirait, mais ça va baisser quand? On est dans la démesure. Sony balance à 77 pouces OLED, Panasonic également. Ce sont des matériels, clairement des vitrines. En plus, on n'ira pas plus loin, c'est dans le truc technique. Il y a toutes les normes HDR, dans ce qu'on appelle le High Dynamic Range, qui permet d'avoir une image plus contrastée et autre entre les zones claires et les zones sombres. Et là, il y a des tas de normes qui se pointent. C'est-à-dire qu'on a le HDR 10, 10+. Alors 10+, c'est uniquement Samsung, Panasonic et la Fox. On a Dolby Vision, il faut payer la licence pour le faire. Et il n'y a aucun téléviseur qui regroupe toutes les normes. C'est-à-dire que quel que soit le type de programme, par exemple, il y a un programme sur Netflix qui sera avec, par exemple, Dolby Vision, tous les téléviseurs qui ne sont pas Dolby Vision n'auront pas cet avantage technologique. Moi, j'ai trouvé ça forcément dommage. J'en ai parlé avec les fabricants sur place, Samsung, machin truc. Personne n'a l'air de vouloir se mettre autour d'une table et dire, bon, maintenant, on est fabricant de téléviseurs, on va fabriquer des téléviseurs avec tout dedans, toutes normes confondues. Et ce n'est pas encore ça du tout. Ça fait qu'on pomme le consommateur entre des logos qui viennent de tous les côtés. L'LG balance 4 logos différents. On a en même temps le Quantum Dots, donc les points quantiques pour l'image. Et LG a dit, non, on veut plus du Quantum Dots. Maintenant, on a le nanocell. Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. Le public n'y comprend plus rien du tout. C'est un capharnaüm absolument inaudible. À un Mais moment il y a quand donné, même des trucs qui étaient impressionnants. Oui. Enfin, je veux dire, il y a toujours les machins genre la télé la plus plate du monde, le machin transparent. Il y a le poster TV.
Alors, le poster TV, c'est un truc qui a fait halluciner tout le monde. La dalle OLED, vous savez qu'elle est fine, la dalle OLED. Ça fait 2 mm, à peu près 2-3 mm. Mais quand on a les téléviseurs, il faut bien mettre l'électronique quelque part. Donc, le téléviseur est plus épais parce qu'elle est électronique. Maintenant, on peut plaquer la dalle OLED nue sur un mur, comme un poster, et avec un cordon ombilical, avoir l'électronique à part. Ça fait qu'on peut avoir l'électronique à 3 mètres de la dalle. Donc, dans la pièce, on a vraiment un cadre sur le mur, enfin, un poster. Ça, c'est le poster TV. Même chose, c'est même pas en vente tellement c'est hors de prix. Ouais, on présente des trucs comme c'est ça. comme une voiture concept au salon de l'auto, quoi. Oui, mais ça c'est finalisé parce que techniquement c'est pas compliqué à faire. Pour revenir au truc, il y a ce qu'on appelle la laser TV aussi et les vidéoprojecteurs courte focale. Ça a été la folie, il y en avait partout. Un projecteur courte focale, c'est une boîte que l'on place devant le mur directement à 30 cm ou même 20 cm du mur et on a une image de 3 mètres. C'est-à-dire que le projecteur... Ah oui, ça marche vraiment, ça? Ouais. Ah oui, ils ont réglé le problème de focale. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un problème de déformation de géométrie lié à la focale courte. Donc maintenant, ils ont réglé les problèmes de focale. Il y a Epson qui fait ça. Sony fait un produit qui est pas cher, 20 000 euros. T'es plus du tout obligé d'avoir ton vidéoprojecteur accroché au plafond ou derrière toi ou voilà. Tu peux être intégré dans le meuble. Tu vois, Patrick, qui peut être intégré dans le meuble directement, ça fait que tu as un meuble, et à un moment donné, tu enlèves une partie du meuble, un couvercle, et hop, projecteur est en dessous, il diffuse sur le mur. C'est vrai qu'on parle des projecteurs depuis très longtemps. Moi, j'en ai regardé régulièrement parce que forcément, quand on s'intéresse à ce genre de choses, on regarde un petit peu. On était quand même, il fallait une petite 50aine de centimètres il y a pas longtemps, et puis ça montait pas à 3 mètres d'écran, quoi. Donc là, on a vraiment, j'ai l'impression qu'on passe une étape. Oui, là il y a un cap et tous les gens, enfin tout le public qui était à l'IFA, s'est vraiment arrêté sur ces stands-là. Moi j'étais là parce que je me suis baladé quand même pendant 6 jours. J'ai vu vraiment les gens hyper intéressés. C'est la première fois que je les vois intéressés avec les laser TV notamment. Et c'est du 4K bien sûr. Ah non, pas du tout, parce que chez c'est Epson, de la HD. Ah bah merde alors. Non, Epson c'est de la Full HD, Sony c'est de l'Ultra HD. Il y en a chez. Oui, pardon, iSense, la différence entre 4K et Ultra HD, oui. 4K c'est le secteur pro. Oui, tout à fait. Mais bon, il y a quand même du Ultra HD du coup. Oui, il y a l'Ultra HD chez Hisense, qui est le numéro 1 de ce type de produit en Chine. Il faut savoir qu'en Asie, c'est le sport collectif. Je veux dire, les vidéoprojecteurs de courte focale, il y en a partout en Asie. Je pense que ça a sa chance si les prix baissent. Surtout que Epson s'y met. Epson, grand acteur quand même, s'y met pour le grand public. Donc moi, vous avez vu, j'ai vraiment vu les gens, c'est vraiment le public avec les gens avec les poussettes et tout, s'arrêter vraiment devant ces produits, devant les téléviseurs et devant ça. Et par contre, j'ai pu voir que les wearables, justement, les gens passaient au travers. Ouais. J'étais là, j'ai vu, les gens ne s'arrêtaient pas pour mettre un bracelet autour du poignet. Ils s'arrêtaient devant les images, devant les rétros, ils s'arrêtaient devant les smartphones, devant le V30. Il y avait un monde fou chez LG pour le V30. Et vraiment, c'était un truc qu'on voyait, on le voyait, à regarder. Oui, d'accord. Ok, donc wearables pas top. Bon, V30 clairement à succès. Les télévisions, ça fait toujours du bruit. Rêvé. Il y a d'autres choses que t'as remarqué ou c'est un petit peu les classiques comme ça? C'est les classiques oui, je confirme. Pour résumer, l'IFA de cette année, c'était un IFA qui ronronnait, c'est-à-dire qu'il se passait pas des choses extraordinaires de tous les côtés. En audio, il s'est pas passé grand-chose. On attend, vous savez, il y a toujours des salons qui font des transitions. Il y a un truc, oh ça y est, c'est arrivé, c'est pas possible. Oh là, mon Dieu, c'est incroyable. Et là, il y a pas mon Dieu, c'est incroyable. Il y avait ça ronronnait. Il y avait même des stands qui avaient les mêmes produits, les mêmes décors que l'année dernière, et des gros stands. Chez Technics ou autres, on avait les mêmes produits. Voilà, ça ronronnait. Moi, j'arrive pas à extraire un truc incroyable à part les laser TV justement. Enfin, les vidéoprojecteurs. Oui, parce qu'en 3 secondes, on peut parler aussi du laser, parce que vous allez entendre parler de ça sans arrêt. On va vous balancer bientôt le laser TV et laser projecteur. Les coms sont prêtes là-dessus. C'est quoi? Tout simplement, à la place de la lampe traditionnelle de projection, on a 1, 2 ou 3 faisceaux laser à la place, ce qui permet d'avoir une fidélité chromatique différente. Donc, je pense que les fabricants vont appeler ça laser quelque chose. Donc, laser TV, même si c'est de la vidéoprojection, va commencer à y avoir un cafouillage marketing qui va être assez intéressant. Mais à la base, c'est techniquement tout simple. Pas de lampe, un laser ou 2, et une roue phosphore qui permet de faire les couleurs. D'accord. Ouais, j'étais très technique, hein. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est le genre de terme marketing qu'on va entendre, dès qu'ils seront disponibles ça rend, mais ça a quel avantage du coup? Ça rend ça a plus de luminosité, ça fait quoi? La durée de vie déjà du produit, c'est-à-dire qu'il y a pas de lampe à changer, allumage immédiat, une fidélité chromatique quand même très très élevée, hein, parce que les lasers, on sait très bien que c'est plus précis au niveau du rendu colorimétrique avec la roue à phosphore et des trucs comme ça. Le truc qui va
va me faire, moi, entre guillemets, vulgairement chier, c'est que je suis certain que des fabricants de vidéoprojecteurs vont appeler leurs vidéoprojecteurs muraux des lasers TV, alors que c'est pas un téléviseur. Donc on va commencer encore à dire des choses au public qui sont pas techniquement exactes. Mais non, est-ce que ça a plus, je te donne la parole dans une seconde, GG, mais Jérôme, mais pas de souci, c'est l'influence de Pépé. Mais est-ce que ça a plus de luminosité finalement pour les rétroprojecteurs et les projecteurs? C'est le gros souci qu'on a généralement quand on veut en installer un chez soi. Il faut avoir une pièce qui est plus ou moins dans la pénombre. Ça va mieux depuis quelque temps, mais est-ce que les lasers justement, une laser TV va faciliter un petit peu la chose à ce niveau? L'incidence n'est pas vraiment sur la luminosité, c'est plutôt sur la fidélité chromatique. Donc on va avoir des projecteurs. Au contraire, au début, les lasers TV, enfin les lasers, je vais m'y mettre aussi. Les vidéoprojecteurs utilisant un laser est tout contraire un peu plus les Projo laser, voilà, Projo laser, c'est bien. Voilà, les vidéoprojecteurs laser. Ça fait un petit peu Goldorak en plus. Projo laser, moi ça me paraît bien. Oui, non, mais force rouge, force bleue, laser bleu, c'est la même chose. Et non, au contraire, c'est plutôt la fidélité chromatique, la notion de fidélité chromatique très importante, avec un spectre colorimétrique très large. C'est utilisé en pro, hein, donc ça arrive en grand public. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait une offensive là-dessus, parce qu'on sait très bien que la lampe à mercure, d'abord, c'est très mauvais pour la planète. 2, elle se bousille entre guillemets. Faut les changer, ça coûte super cher. Ouais, les gens, ça les gonfle de changer une lampe, tandis qu'ils ont le produit, ça dure 20, 25 000, 30 heures, donc autant dire 10 ans, et ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification dans le temps avec le laser, tandis que la lampe, elle change de couleur, ça jaunit, machin. Voilà. Même si ça fait beaucoup de progrès, hein, les lampes, hein, donc. Mais aujourd'hui, concrètement, parce que la question m'intéresse, t'es toujours obligé quand même de fermer un peu les rideaux quand tu utilises un vidéoprojecteur. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas eu une révolution, genre le truc aussi lumineux qu'une télé, quoi. Non, mais disons que le téléviseur, il est rétroprojeté si c'est rétroéclairage, si c'est du LCD ou le LED produit sa lumière. Mais là, l'idée, c'est qu'ils sont malins, les petits fabricants. Quand ils vendent leur laser TV, ils vendent ça avec un écran mat, c'est-à-dire un écran avec une diagonale définie. C'est-à-dire, par exemple, on achète un écran qui fait 70 pouces. Il est là, il y a les bords et tout. Et c'est un écran mat assez particulier qui permet justement d'avoir une luminosité plus importante. Donc, même en semi-pénombre, moi, j'ai réussi à avoir des très beaux résultats sans le noir complet, ce qu'on peut pas toujours arriver. Enfin, c'est un concept et c'est en gros progrès, ça ne fait que progresser. C'est pour ça que je pense que dans peu de temps, la lampe traditionnelle ira se faire voir et qu'on utilisera le laser plus facilement. D'accord. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans ton discours, quand tu dis effectivement, on a l'impression qu'ils ont rien compris, c'est-à-dire toujours à refourguer des normes, chacun fait son petit truc dans son coin, son HDR, son truc, on colle des stickers partout sur les téléviseurs. J'ai l'impression qu'on nous vend encore du téléviseur comme dans les années 80, alors que depuis je veux dire, ce qui émane de l'informatique et qui est devenu maintenant électronique grand public, et je pense à des Apple et tout ça, ont montré que le public, c'est plus ce qu'il veut, quoi. Il veut des choses plus simples à utiliser, des technologies mieux expliquées, peut-être des standards, que ça soit moins compliqué. Moi, j'ai été choqué l'autre jour, j'ai aidé quelqu'un à choisir une télé, de voir à quel point les télécommandes de télé n'avaient pas évolué, quoi. Moi j'ai la même depuis 15 ans, donc j'ai une vieille télécommande, on n'y comprend rien du tout, mais je me dis ils ont toujours pas compris, quoi. C'est vrai qu'il y a oui. Pardon, Pépé. Non, mais c'est vous les garçons, vous voulez dire quelque chose, je vais rebondir, moi j'ai mon idée là-dessus, mais allez-y. Non, je voulais juste ajouter qu'effectivement, il y a peut-être un certain confort des fabricants de télévision, mais le truc c'est que une télé c'est un petit peu comme les voitures, c'est tellement compliqué, c'est pas aussi compliqué, mais c'est tellement compliqué à fabriquer, il faut avoir accès aux dalles, il faut avoir la capacité de production, le réseau de distribution. Ils sont, je pense, un petit peu plus à l'aise que dans d'autres marchés qui sont moins faciles à disrupter. Mais c'est vrai que l'exemple qu'on a de la télécommande, par exemple, il faut faire plus de choses. Il y a plus de choses à faire avec une télé qu'avec une box, comme on peut les avoir chez des fabricants comme Amazon, Roku, Apple, etc. Mais enfin, quand on met les deux types de télécommandes l'une en face de l'autre, il n'y a pas photo. Oui, il y en a une où il y a 10 boutons max et l'autre il y en a 50. Donc
C'est ça le truc. Mais en même temps, le téléviseur est un tel hub. Mais en même temps, une box est un hub aussi. Mais le téléviseur, moi, le truc que je ressens, c'est qu'en effet, on continue à vendre des téléviseurs qui passent pour des véritables usines à gaz, alors que ça devrait être un truc super simple, rassembleur très facilement. Alors le truc qui me gonfle, moi, c'est le nombre de logos sur un téléviseur. Les gens comprennent rien du tout et c'est de pire en pire. C'est la course aux logos. Les cartons, on voit même plus la marque, on voit que des logos autour de toutes les couleurs. On sait plus ce qu'on achète. Alors le HDR, c'est le summum du summum au niveau de je te comprends rien, je te fourgue n'importe quoi. Et en plus, le truc qui est le plus fou, c'est pas ça, les enfants. C'est que dans peu de temps, il y aura plus de téléviseurs Full HD. C'est vrai, dans un magasin, on a directement de l'Ultra HD. Vous pouvez me dire combien de sources il y a à mettre à l'intérieur? Ouais, rien. Il y a rien. Enfin, il y a pas grand-chose, quoi. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un marché de renouvellement de téléviseurs? Donc, c'est des millions de pièces. Des dizaines de millions de pièces, de nouveaux modèles qui se pointent, qui sont Ultra HD. Il y a toujours pas de putain de source à foutre dessus en Ultra HD. C'est quand même pas la fin du monde. C'est pas le marché le plus ridicule du monde, ça. Je veux dire, les gens sont toujours à balancer leur box. Il y a Netflix. Oui, pas grand chose d'autre. Netflix 4K, c'est qui l'utilise? Qui a le débit pour avoir le Netflix 4K? Ah, ça, c'est un autre problème, ouais. Mais c'est le problème. Ouais. C'est qu'on a rien. C'est-à-dire on n'a pas les tuyaux non plus. Non, mais l'Ultra HD en Blu-ray, moi j'adore. Je veux dire, je suis fan du Blu-ray en Ultra HD. Mais qui en achète? Vous avez vu les gens faire la queue devant les Fnac pour en acheter? Non. On a des téléviseurs qu'on passe notre temps à gaver de sources 720p et 1080p upscalés en Ultra HD. C'est ça l'Ultra HD? C'est de l'upscale? Ah non, faut arrêter de déconner. Le coup de gueule de Pépé. Mais non, mais soit on se donne les moyens de faire marcher un marché, c'est le cas de le dire. Soit l'industrie se donne les moyens de dire on va parler avec Hollywood, on va parler avec les providers, on va parler avec tout le monde, on va produire de l'Ultra HD parce qu'on vend de putain de téléviseurs, une blinde, et qu'on en vend des millions. Non, les gens continuent à faire de l'upscale du matin au soir. Mais c'est quoi ce bordel? Et c'est ça qui est d'autant plus choquant. On a l'impression qu'ils ont rien compris du flop absolu qui a été la 3D il y a 5-7 ans, où ils ont essayé, pareil, il y avait aucune stratégie de contenu au niveau de la 3D. Il y avait rien. Ils ont refourgué, et moi, le nombre de gens, là, qui ont des télé 3D, les lunettes qui prennent la poussière. Enfin, ça a été presque un hold-up du siècle, des marchands de télévision. Oui et non, qui oui et ont non. refourgué. Le truc, c'est que la 3D était intégrée à tous les téléviseurs après un an, donc c'était un truc que tu avais de toute façon dont tu te servais pas. Mais je pense pas que l'Ultra HD, ça sera pas exactement la même chose. Ça va mettre peut-être plus de temps à arriver. Voilà, c'est ça. C'est sublime. Je veux dire, c'est sublime d'avoir la possibilité d'avoir de l'Ultra HD. Mais bon sang, où sont les sources? Bah, écoute, il y a des gens qui s'y intéressent et comme souvent, c'est les acteurs de la tech. On y revient. On parlait de Netflix. Effectivement, il faut avoir une connexion fibre pour pouvoir débiter de l'Ultra HD. Tout le monde n'en a pas, mais ils font du contenu. Il y a Apple qui est en train de discuter. On a eu des rumeurs selon lesquelles pour leur... Moi aussi, je les ai eu. Voilà, oui. Selon lesquelles ils sont en train de discuter avec les fabricants de contenu, justement, enfin les studios, pour proposer du contenu Ultra HD sur leur Apple TV Ultra HD qui va arriver bientôt. T'as entendu l'histoire? Et comme quoi, à propos de ça? Qui veulent proposer ça à 30 € plutôt que 20 pour les titres en Ultra HD. Non, mais on marche sur la tête. Je veux dire, mais Apple dit on va essayer de démocratiser votre putain d'Ultra HD. Les autres, mais pas en dessous de 30 € le film. Mais arrêtez, vous voulez que ça se vende ou pas? Je veux dire, il faut que ça soit démocratisé. On peut pas démocratiser. C'est terrible à dire, mais on a l'impression qu'il y a des marchés qui méritent de mourir, Non, le surtout cherchent, pas dire ça. Non, surtout pas dire ça. Le public mérite d'avoir de la qualité. Moi, je le fais dans l'autre sens. Ouais. Il mérite d'avoir de la qualité. Il mérite qu'on s'occupe de lui. Il mérite qu'il y ait des concertations entre Hollywood et les acteurs asiatiques. Il mérite. Le jour où autour d'une table, on aura en même temps les LG, les machins, les trucs et les acteurs de la production hollywoodienne, là, on fera un pas en avant. Tant que chacun joue dans son coin en disant tralala, eh bien, il se passera rien parce qu'ils sont tous dans leur coin. À un moment, je pense que quand il y en aura... Ouais, c'est toujours le problème avec ces standards, c'est toujours le problème de l'œuf et la poule. Est-ce qu'on a le marché pour produire? Est-ce que on a assez de production pour qu'il y ait le marché? Je pense que ça va finir par se débloquer. Pour conclure sur les télés, parce qu'on va quand même avancer avec la réalité virtuelle, etc. Est-ce que tu recommandes aujourd'hui d'acheter une télé Ultra HD ou c'est pas encore le moment, vaut mieux parce que les vacances arrivent, et Noël arrive, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre Noël 2018, on va dire, ou peut-être plus loin, ou est-ce que c'est le moment? Mais tu parles d'argent ou des technologies?
Tu parles de tarifs. Je dirais, est-ce que ça vaut le coup? C'est un ensemble, quoi. Si quelqu'un a Oui, aujourd'hui oui. Ah oui. le veut, se dit, je pourrais garder mon téléviseur Ultra HD, mais peut-être que ça serait sympa de prendre un téléviseur 4K, enfin un téléviseur Ultra HD. Il veut garder son Full HD, mais est-ce qu'il doit, il a un téléviseur Full HD, est-ce qu'il doit basculer vers l'Ultra HD? C'est ça. Moi, je dis oui, c'est un pari d'avenir. Par contre, il faut essayer de basculer sur un produit qui a directement le HDR, parce que n'importe comment, ça va être le lieu commun dans peu de temps. D'accord. Donc, je suis toujours pour attendre le mois de janvier, parce que c'est les soldes après ce qu'ils n'ont pas vendu au mois de décembre, parce qu'il y a des bons prix toujours après. Moi, je suis plus une question de thunes. Moi, je suis pas milliardaire et je fais attention sur les tarifs. Sur ce type de produit, effectivement, je crois que t'es pas seul. Ah ouais. J'aimerais être milliardaire. Donc attendre janvier-février, quoi. S'ils peuvent attendre, oui, il y aura des super prix. Le téléviseur Ultra HD, c'est le téléviseur Full HD d'il y a quelques années, donc les prix vont vraiment descendre. Il faut compter combien pour un bon appareil Ultra HD HDR aujourd'hui, sans donner de marque ou encore que peut-être. Non, sans donner de marque, entre 1000 et 1200. Il y en a qui me diront qu'on trouve à moins, mais moi je peux donner des marques. Hein. Il y a des produits dont je suis un fan de traitement vidéo, c'est-à-dire que pour moi vas-y. Du coup, ça se transforme en conseil. Voilà, vous savez très bien que les dalles LCD, il y a des fabricants, c'est toujours les mêmes dalles. On sait très bien la dalle LCD ou OLED. Derrière, il y a tous les fabricants qui fabriquent, chacun qui conçoivent leur traitement vidéo. Moi, je suis un fan du traitement vidéo de Sony et de Panasonic. Ce sont parmi les meilleurs traitements vidéo que je puisse connaître. Pourquoi? Parce qu'ils sont également dans le secteur pro, ces deux-là. Ils fabriquent des matériels professionnels pour Hollywood. Il y a Sony Pictures, il y a Panasonic Hollywood Laboratory à Los Angeles. Ces mecs travaillent les circuits vidéo de la même façon en grand public et en pro. Ce sont les pros même qui font les circuits pour le grand public. Donc on a des téléviseurs OLED ou LCD avec des traitements vidéo de folie. Sony a parmi les meilleurs. Ça c'est clair. D'accord. Ils ont une référence pour moi au niveau des traitements vidéo. Donc les dalles OLED mises dessus, c'est top. Si on a un budget de on va dire 1500, entre 1000 et 1500 plutôt vers 1500, Sony, Panasonic, c'était conseil, quoi. Sony, Panasonic, oui. Alors les autres feront la gueule en disant que mais ils sont encore aussi. Non, c'était conseil à toi. Enfin, toi, ce que t'aimes bien, c'est ton goût. Ça n'engage que moi. Voilà. C'est vraiment d'excellentes marques au niveau des traitements vidéo. D'accord. Voilà. Et juste pour ajouter un truc, ce que tu disais sur le HDR, moi je sais que bon, bien sûr, le changement de définition est toujours important pour la qualité d'une image et tout, mais je trouve que le HDR apporte quelque chose à l'image. Moi, je sais que ce que j'ai vu, alors j'étais pas à l'IFA, mais j'étais au CES, ce que j'ai vu en HDR au CES m'a imprimé la rétine, quoi. Ça, je veux. Le HDR, je veux. Le 4K, comme tu dis, bon, il y a tellement peu de contenu et tout. Le HDR, quand les films seront tournés en HDR, mais bon, les premières caméras, même grand public, qui gèrent le HDR sortent aussi. Là, je trouve qu'il y a une vraie profondeur d'image qu'on n'avait pas avant, quoi. En fin de compte, pour résumer ce que tu dis, et je suis à 150% d'accord avec toi, le HDR a été conçu pour qu'il corresponde au type de vision humaine, c'est-à-dire que c'est le contraste important entre zone claire et zone sombre, c'est notre œil, ça. Donc on essaye d'avoir une vision humaine au niveau électronique. Voilà, c'est très important de le savoir. Il faut savoir également un truc, tu dis un truc pour le HDR. Le HDR, c'est en post-production, hein, c'est pas pendant la production. C'est-à-dire que c'est après qu'on gère le HDR. On tourne et après on gère le HDR derrière. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des remasters de films déjà tournés qui sont bien conçus en HDR. On peut rajouter du Dolby Vision ou du HDR après à la production. Oui, enfin quand même à la captation. Après c'est un débat technique, mais à la captation aussi. Ça a une influence à la captation. Tu as des modes HDR sur des caméras maintenant. Exactement, mais on travaille en post-prod. C'est pour ça qu'on a du mal à faire du direct en HDR. C'est pour ça qu'on de toute façon, ça doit être étalonné, hein, le HDR. Étalonné. Oui. Voilà, il faut l'étalonner, sinon il est brut, il n'est pas totalement exploitable. Voilà. Bon, écoutez, c'est très pro, hein, comme ça. non, mais c'est super intéressant. Désolé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont. On sent la passion dans le coup de gueule, surtout. C'était très mignon. Je me mets à la place des gens. Je suis entouré de potes qui sont en train de chialer leur race, donc j'en peux plus, moi. Bon, écoutez, avançons sur d'autres questions entre VR et surtout réalité augmentée. Je vais évoquer rapidement la question de la réalité virtuelle et puis on va parler de réalité augmentée parce qu'il y a vraiment des trucs qui se passent depuis quelques mois. Alors, la réalité virtuelle, on va surtout parler de Windows Mixed Reality qui est en fait la plateforme de base, l'ensemble de branding de Microsoft pour ces casques de réalité virtuelle qui
seront fabriqués par des partenaires comme toujours dans ce monde-là. On a notamment le Dell Visor qui coûtera $350 aux États-Unis en vierge et 450 avec les contrôleurs, les petits contrôleurs qui sont assez importants pour les réalités virtuelles quand même. Et donc on aura cette gamme de prix entre, on va dire, 250 et 500 € pour ce type de casque. Le gros avantage qu'ils ont par rapport aux existants, au HTC Vive, au Oculus Rift, c'est qu'ils sont, comme on en avait déjà parlé, des capteurs inside out, c'est-à-dire ils sont situés dans le casque lui-même au lieu d'avoir besoin de poser des totems, des capteurs dans la pièce. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Il faut quand même être connecté au PC. Ils ont deux types de performance. Sur une machine qui a un processeur graphique intégré Intel, ils disent qu'ils peuvent atteindre 60 images par seconde pour leur standard. 60 images par seconde, soyons honnêtes, c'est loin d'être idéal pour la réalité virtuelle. Il faut plutôt des performances à 90 images secondes, sinon c'est un peu vomitif. Et du coup, il faudra quand même une machine qui a une puce graphique dédiée, donc une machine un petit peu plus performante que le portable standard, on va dire. Mais il n'empêche, il y aura quand même ce nouvel entrant dans la réalité virtuelle qui pourra, pour les joueurs parmi vous, utiliser tout le catalogue de Steam VR. Donc c'est quand même un catalogue déjà existant qui est assez bien fourni. Donc tout le catalogue du HTC Vive. Donc un nouvel entrant pour ce marché de la réalité virtuelle qui, je vais dire, prend son temps. Voilà, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire le parallèle avec la 3D et qui vont dire ça y est, la réalité virtuelle, c'est comme la 3D, ça c'est déjà mort, on a essayé de nous le vendre et on se rend bien compte que ça prend pas. C'est lent, mais je pense pas qu'on puisse dire que ça c'est déjà mort. Ça, certainement pas. On est encore dans la phase de développement de la réalité virtuelle. Et puis, on peut, je vais directement passer à la question de la réalité augmentée du coup, puisque non seulement on a eu de nombreuses démos assez impressionnantes depuis la sortie du kit de développement ARKit d'Apple avec iOS 11, donc qui est en version bêta depuis le début de l'été et qui a vraiment ouvert, je dirais, une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre sur les capacités de la réalité augmentée, qui était clairement un domaine qui explorait différents acteurs, dont bien sûr Microsoft avec le HoloLens. Mais j'ai un peu l'impression que l'approche du HoloLens, qui est très intéressante, et a pas beaucoup évolué depuis maintenant, ça doit faire presque 2 ans que le HoloLens a été annoncé, et que le travail de Apple et maintenant de Google, qui vient d'annoncer ARCore. Alors ARCore, c'est un petit peu l'équivalent de ARKit du côté d'Android, un ensemble de librairies de développement qui permettent de faciliter énormément le développement de logiciels, d'applications utilisant la réalité augmentée, qui hérite beaucoup du projet Tango. Ils sont un petit peu en train de le passer sous le tapis, le projet Tango. C'était un truc de, on va dire, de réalité augmentée, mais qui nécessitait beaucoup de capteurs supplémentaires sur le téléphone, qui ont des capacités supplémentaires. Mais enfin, on arrive à un stade où les téléphones standards, avec leurs caméras standards, réussissent à faire suffisamment pour que les développements avec ARCore et ARKit, qui sont un petit peu équivalentes, donc Apple et Google ont un petit peu le même type de produits, donc donnent des résultats assez convaincants. Et on en a parlé ici et là pendant l'été de ARKit, et comme je le disais, ARCore c'est un petit peu la même chose, on a déjà des comparaisons. Ça m'amène à cette question que je vais vous poser à tous les deux. Est-ce que on n'est pas en train de vivre un moment où techniquement la réalité augmentée est en train de faire un retour, ou plutôt est en train de préparer un retour assez conséquent après les premiers développements qu'on avait eu avec les premiers smartphones qui étaient vraiment gadgets? Est-ce que là on est encore au stade du gadget, ou est-ce que on a un truc qui se prépare avec la réalité augmentée? Je sais pas qui veut, peut-être Jérôme. Qui veut, commence. Ouais, je vais commencer.
Ce qui est intéressant, c'est l'approche d'Apple qu'on n'a pas vue. Soyons honnêtes, on les a pas vus arriver sur le. Là, pour le coup, ils ont réussi un petit peu à cacher leur recherche, puisque tout le monde sortait des visières et tout ça. Et Apple a une approche. Ouais, on va pas se mettre à sortir des visières tant que les gens tant qu'on n'aura pas trouvé une utilité, un usage à la réalité augmentée. Je crois que mine de rien, ça peut paraître très trivial, mais Pokémon Go a été un signal aussi que avec une réalité augmentée extrêmement primitive, le grand public, ça a été presque une explication au grand public de ce qu'on pouvait éventuellement faire, et du coup ça a un peu ouvert les vannes. Je pense qu'il y a aussi de la part d'Apple, toujours avec cette prudence très appleienne, on se met pas sur des technologies qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Mais quand tu vois certains trucs, moi, il y a des indices qui m'excitent beaucoup en ce moment. Le ProMotion qui a débarqué sur le dernier iPad, qui est en fait une fréquence d'image qui s'adapte et qui peut monter très très haut. Des choses comme les rumeurs autour de l'iPhone 8 la caméra de façade permettrait aussi des très hautes résolutions, m'amène vraiment à dire qu'Apple va arriver très fort sur la réalité augmentée à travers, pour une année 1, à travers ses devices à la main, iPad, iPhone, ne lancera probablement une visière ou laissera d'ailleurs peut-être des constructeurs externes faire les visières que beaucoup plus tard. Et c'est là où Apple a compris, c'est qu'il faut d'abord que les gens trouvent une utilité, que ça soit se diriger dans la ville avec des modules de réalité augmentée ou jouer avec la réalité augmentée, ou des trucs, on a vu des démos qui sont extrêmement pragmatiques mais génial. Le truc pour mesurer n'importe quel objet, c'est con, mais ça explique à tout le monde à quoi l'AR sert. Alors que toutes les démos qu'on a vues jusqu'ici, que ça soit Google avec Tango, que ça soit Microsoft, on a vu des trucs qui étaient un peu ouais, c'est chouette, ça fait le jeu pendant la démo et tout le monde applaudit, mais à quoi ça sert? En fait, c'est un petit peu la question à laquelle tu réponds pas vraiment finalement, et t'as peut-être raison parce que c'est un petit peu casse-gueule, mais le fait qu'ils aient ouvert le développement aux développeurs externes avec la facilité des ARKit, et encore une fois, Google était en train de développer la même chose puisqu'à 3 mois de différence, ils ont annoncé AR Core, qui est exactement la même chose pour Android. Et avec toutes ces démos qu'on a vues, tu parles de celui où on mesure, que je pense beaucoup de gens ont vu, on mesure un truc dans une pièce en se déplaçant avec son téléphone. Il y en a eu plein d'autres où on passe d'un monde à l'autre enfin, on passe dans un monde virtuel en passant une porte qui est ajoutée dans la réalité qu'on voit autour de nous. C'était très impressionnant. Il y en a plein des comme ça. Enfin, je les compte même plus. Mais est-ce que ça reste gadget ou est-ce que on va vraiment se retrouver avec une technologie qui va nous amener des choses au-delà, et bon, je pose la question à Pépé, peut-être que il va pas plus se mouiller que ni Jérôme ni moi, parce que moi non plus je vais pas mouiller, je vais me gêner pour me mouiller. Alors vas-y, est-ce que la réalité augmentée c'est un truc vraiment d'avenir qui aura son utilité? Est-ce qu'il se passe quelque chose, quoi? Alors, j'ai une position. Alors, elle va certainement évoluer au fil des mois, puisqu'on réfléchit tous autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la mixed reality que j'avais vu avec Acer et autres. Alors, il y a un truc qu'on observe partout. Dès que les gens mettent un device sur le nez ou autre, ils trouvent que c'est toujours très sympa sur l'instant, et après ils sont toujours pressés de l'enlever. Moi, je pense que la réalité, les deux types de réalité ont tous les deux de l'avenir. En effet, je suis d'accord avec toi, ça serait vite enterrer quelque chose, de dire de toute façon c'est mort, machin truc. Moi, je pense que c'est bien vivant, mais que peut-être les cibles de la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, ne sont peut-être pas celles que l'on croit. Je pense qu'en effet, le public de gamers et autres est très très content d'avoir des expérience là-dessus, mais moi quand je pense réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, je pense beaucoup secteur professionnel. Je pense beaucoup architecte, PAO, chirurgien. Je pense à tous ces trucs-là, démonstration. On peut visiter un appartement avant même de l'avoir acheté. On peut conduire une voiture avant même de l'avoir, de conduire une voiture en virtuel et autres. Je crois beaucoup à toutes les applications professionnelles autour de ces deux univers. Un peu moins sur le grand public à long terme, mais ça c'est mon avis. Les gens voient quand même ça comme un gadget. Après c'est
c'est moi, dans ma position de journaliste, je me mets toujours du côté du public. J'essaie d'observer les gens. On a nos avis à nous de professionnels, mais moi, je passe mon temps à parler avec les gens, à être sur les salons, à arrêter des gens devant des stands. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Est-ce que c'est gadget? C'est pas gadget? Les gens voient ça comme un gadget, à part les gamers qui, eux, ont accès à un autre univers. Et l'exemple de Pokémon est vachement bon parce que c'est tout à fait ce que je pense. On a ouvert quelque chose de très grand public en montrant ce qu'on pouvait faire au avec moment juste un smartphone, sans être obligé sans être obligé d'acheter un hardware ou de porter une visière. C'est ça que je voulais dire aussi. Je pense que l'erreur de Microsoft et des autres, c'est de nous avoir vendu la visière avant l'utilité. Et quelque part, là où ça peut prendre pour le grand public, c'est si on montre des fonctions simples où j'ai pas besoin d'acheter quelque chose de plus. Je fais ça avec mon smartphone. On verra dans un temps si ça prend vraiment, les gens s'achèteront des visières pour lâcher un peu le smartphone et être plus confortable. Mais au début, pour moi, la réalité augmentée commencera par les tablettes et les smartphones et pas les visières en fait. Bah vous savez quoi, moi je vais un petit peu vous contredire tous les deux. Encore J'adore. Que je suis un petit peu plus proche de Pépé. Je pense que l'avenir dans le domaine professionnel est pour moi assez certain. Il y aura certaines professions qui auront effectivement une utilité à la fois pour la réalité virtuelle et pour la réalité augmentée. Il y aura des usages, ça c'est sûr. Par contre, moi je pense que pour le grand public, le point d'interrogation est encore là. Et à mon sens, avec le téléphone uniquement, ça sortira pas de l'étape du gadget. C'est-à-dire que même pour Pokémon Go, finalement, la réalité augmentée, c'était très gadget. Puis on l'a désactivé tout ça. Bah voilà, c'est-à-dire que ce qui était vraiment utile, c'était la géolocalisation. La réalité augmentée, c'était complètement anecdotique. Et je pense que oui, on n'a pas encore vraiment d'utilité claire, mais ce qu'il faudra pour débloquer le truc, c'est une visière qui soit magique, en ce sens qu'elle soit suffisamment légère, autonome et capable pour rendre la réalité augmentée utilisable en mobilité en quelque sorte. Et à mon sens, avec le téléphone uniquement, ça va pas fonctionner. Donc l'équation est hyper dure, presque insoluble. C'est genre, imaginez les Google Glass, les feux paix à leur âme, les Google Glass, mais avec une visière qui vient sur l'ensemble enfin c'est un mix entre Google Glass et HoloLens, mais léger et portable. Enfin, c'est presque impossible. Comment? Peut-être avec un petit projecteur qui t'envoie ça sur la rétine, comme le fameux le fameux fantasme de comment il s'appelle Liquid Magic, ce truc, cette licorne à la Silicon Valley. Ah oui, dont on projette directement dans la rétine. Voilà, peut-être que ça serait. Peut-être que ça serait va vendre un truc qui projette quelque chose dans la rétine des gens. Moi, c'est no way. Hein. Ah oui. Ouais, je pense. Mais bon, bref, pour moi, il se passe clairement quelque chose. Là, il y a un truc. On a clairement un mouvement dans le marché de la réalité augmentée spécifiquement qui est en train d'atteindre le niveau d'excitation de la réalité virtuelle. Alors, oui, on sait où en est la réalité virtuelle, c'est pas encore gagné, mais ça bouge énormément. Et à mon sens, on est à peu près au même niveau. Et donc, la réalité augmentée est clairement sortie de cette anonymat gadgeterie où elle était jusqu'à juin dernier. Et est-ce que l'essai va être transformé? Ça reste à voir. Et surtout, pour moi, la composante essentielle, ça sera un matériel dédié. Avec le téléphone uniquement, ça suffira pas. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la chose. Bah écoutez, on va continuer avec, peut-être en mentionnant qu'il y a énormément de smart speakers, d'enceintes intelligentes, et notamment le fait que Google et Amazon sont en train de faire fabriquer, enfin de donner des licences à d'autres fabricants pour qu'ils fassent leur propre speaker intelligent, leur propre enceinte intelligente avec les assistants de Google et Amazon. Donc c'est un petit peu le même modèle que pour les téléphones. On risque de voir Alexa et Google Assistant un petit peu dans des enceintes d'autres fabricants, et c'est même pas qu'on risque, c'est qu'il va y en avoir. On a vu notamment des trucs comme Panasonic, LG, etc. qui avaient annoncé des
enceintes avec le Google Assistant et on a les mêmes du côté Je t'arrête sur un point à propos de Panasonic, parce que Panasonic a fait une démonstration intéressante que aucun autre fabricant n'a fait sur place. Ils ont associé donc leur enceinte, leur concept d'enceinte justement avec Google Assistant, avec le multiroom. C'est-à-dire qu'il y a une enceinte qui est l'enceinte maître, qui est l'enceinte à laquelle on peut donner un ordre. On peut donner un ordre d'envoyer le son sur d'autres enceintes dans la maison. C'est-à-dire, OK Google balance le son vers un autre endroit d'autres enceintes Panasonic et Google balance le signal ailleurs. C'est assez intéressant sur le multiroom. Ce sont les seuls à avoir proposé ça. Amazon a annoncé cette fonctionnalité aussi. Je crois, ou alors je me trompe peut-être, mais je crois qu'Amazon a annoncé la fonctionnalité multiroom. Effectivement, c'était les seuls à offrir la démonstration à l'IFA de Berlin de toutes les enceintes qui s'activent au choix du interlocuteur. Ce qui est intéressant sur ce marché, je trouve, et en même temps flippant, le marché émerge et il est déjà saturé, dans le sens où moi je sais, pour avoir des retours, bon alors c'est sûr que les gens qui écoutent mon émission du matin, c'est plutôt des technophiles, mais la plupart des retours que j'ai, c'est il va falloir qu'ils la fassent vite, leur bataille d'assistants, parce qu'on va pas devoir choisir. Et ce qui était intéressant la semaine dernière, c'est la décision entre Cortana et Amazon, donc Microsoft et Amazon, de finalement, on le sent à long terme, merger, merger, je pense pas. En tout cas, collaborer. Oui, mais marketingment parlant, ils savent très bien que ce marché ne pourra pas prendre. C'est exactement comme ce qu'on appelait la domotique. Tant qu'on est sur des batailles de standards à plus de 3 acteurs, les consommateurs ne suivront pas. Et ils ont raison. Il est hors de question d'adopter des normes ou un assistant personnel pour se faire doubler l'année d'après par le 5e. Enfin, c'est extrêmement aujourd'hui. Alors nous, on est technophiles, donc peut-être qu'on y arrivera avant le grand public, mais le grand public va pas aimer devoir choisir entre Siri, Alexa, tu sais, moi Cortana, je dirais, mais c'est comme toutes les plateformes, hein, c'est comme les systèmes d'exploitation, c'est comme Windows et macOS, c'est comme le Android et ouais, disons que s'il y a 2 standards, ça, enfin encore sur l'audiovisuel sur la télévision, il en faut qu'un, c'est comme la bataille entre le HD et entre le Blu-ray et les DVD HD ou HD DVD, je sais plus. Oui, là il faut qu'un seul standard qui gagne. Mais sur les plateformes, c'est-à-dire les systèmes d'exploitation, on a iOS et Android, macOS et alors oui, il y en a un qui a une plus grosse taille que l'autre, mais il n'empêche, il y a la place pour plusieurs et on va pas voir Google Assistant et Siri et Alexa fusionner. Peut-être qu'ils pourront se parler. Ça oui, c'est peut-être important et peut-être qu'il y aura des moyens de faire des ponts entre eux. Mais le fusionnage, par exemple, entre Cortana et Alexa, moi, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Moi, de toute façon, le signal du marché, c'est quand on pourra leur donner le nom qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui... ça, c'est encore autre chose. Non, mais c'est vachement important. Parce qu'aujourd'hui, ils se battent, ils nous empêchent de les renommer parce que on est dans une bataille de standards. Il faut que Alexa soit Alexa, que Google soit Google, que Siri soit Siri. Donc, quelque part, on est... Non, il y en a où tu peux donner ton mot-clé. Hein. Sur Alexa, par exemple, tu peux dire je définis tel nom comme mot-clé, et puis quand tu le dis, c'est comme ça qu'il se réveille. C'est une question d'utilisation. C'est pas une question de stratégie, ça. Je pense que c'est une question de... C'est comme de l'interface... c'est comme de l'UI, tu sais, de l'interface utilisateur. Là, c'est de l'interface utilisateur audio. À mon sens, c'est un choix de design, quoi. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est là où je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi par rapport à la télé, etc. Ça se rapprocherait pour moi justement d'un grand standard. C'est que c'est quand même un assistant personnel qui rentre dans le domicile des gens, qui vont utiliser au quotidien. Si tu as 3 normes différentes, il faut qu'elles se parlent entre elles. T'as vu le ridicule de l'annonce quand même Alexa Cortana. Cortana dit à Alexa de faire ça. Enfin, c'est ça. Là, au secours, les nœuds au cerveau, quoi. Justement, je pense au contraire qu'il va falloir soit qu'il y en ait qui meurent, et c'est probablement ce qui arrivera, mais qu'il n'y a pas la place pour 5-6 standards différents. Ça, 5-6 standards, non. Mais aujourd'hui, on en a 4.
Donc déjà, on est un petit peu plus proche d'un Bixby, truc. oublie Bixby. Non, mais oui, celui-là, je l'ai oublié, effectivement. T'as pas tort, je l'ai oublié. Bon, écoutez, avançons donc sur d'autres sujets. Oui, entre parenthèses, bon, je finis avec cette petite info, confirmation de la conférence du 12 septembre d'Apple pour la présentation du nouvel iPhone. On va sans doute faire un petit live avec les amis de Geeking. Donc voilà, si vous êtes intéressés par ça, on aura ce petit live le 12 à 7h du soir, heure de Paris. Et moi, je ferai comme d'habitude une after keynote pour ceux qui veulent le débriefing. Évidemment. Avec Marion ? Avec Marion, si on trouve du réseau, parce qu'on est au Pays Basque. Ah, ok. Bon, espérons alors. Et donc, c'est le moment de faire une petite pause pour vous dire plusieurs choses. D'abord, vous le savez, ces moments merveilleux que nous passons ensemble sont rendus possibles grâce à le financement que vous faites, vous tous, auditeurs, ou peut-être pas tous, mais certains d'entre vous, qui font le choix d'aller sur patreon.com/rdvtech, qui se disent... Vous savez quoi, je passe un bon moment, je m'informe, ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas à explorer tous les blocs de la Terre, et en plus je comprends des trucs que j'aurais pas compris autrement parce qu'il y a plein d'analyses intéressantes. Et ça vaut bien un café, ça vaut bien une bière. Donc ils vont sur patreon.com/rdvtech et ils financent pour $1, $2, $3 par émission. Et en plus, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Ils peuvent mettre une limite par mois. Enfin, c'est super simple, super rapide. C'est fait en 2 minutes. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil si ça vous intrigue, si vous pensez que l'émission vaut le coup. Comme Xavier Thévenot, Ahmed Hassanain, j'espère que je prononce bien, Olivier Kurzweil, Alexis Blanc, Agulo Florian, CC et Bruno Virieux. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir le Rendez-vous Tech et tous les podcasts que je produis. Merci à vous tous, je vous aime du fond du cœur. Et pour vous aimer encore plus du fond du cœur, pour vous montrer mon amour, si vous êtes parisien ou de passage à Paris le 16 septembre, n'oubliez pas que nous avons une rencontre le 16 au Corcoran du Sacré-Cœur. Comme d'habitude, les gens qui y sont déjà allés connaissent, et les gens qui connaissent Jérôme et Nowtech TV connaissent aussi parce que c'est devenu notre base, quartier général, c'est ça. Tu y seras d'ailleurs, Jérôme, ou t'es encore Oui, j'y serai. J'y serai. Je reviendrai juste du Pays Basque et j'y serai. Spécialement pour, magnifique. Voilà. Donc c'est le 16. Tous les détails sont sur le site frenchspin.fr. Et donc voilà, n'oubliez pas que on se retrouve, c'est devenu une tradition tous les ans, c'est un super moment passé ensemble, donc le 16 à 16h. Et dernière chose, on a fait un épisode spécial Machine Learning en début d'été. Certains d'entre vous étaient peut-être déjà en vacances, vous l'avez pas vu passer. C'était, alors que je dise pas de bêtises, c'était le 217 et on a expliqué absolument tout ce qu'il fallait savoir sur le machine learning et le deep learning, et c'était un épisode vraiment que j'ai beaucoup aimé avec Nico Tup de Podcast Science, et donc si vous l'avez raté, peut-être allez y jeter un coup d'œil. C'était un super moment de compréhension informatique. Donc c'est un sujet dont on parle beaucoup et dont on connaît pas forcément la signification, le machine learning, et là vous comprendrez tout. C'est l'épisode 217. On continue avec les news et rumeurs sur lesquelles on passe un petit peu plus vite. Vous m'arrêtez si vous avez des choses à dire sur ces sujets. D'abord, Android 8.0 est disponible et la Windows 10 Fall Creators Update a une date. Ça commencera le 17 octobre. Android 8, on en a déjà parlé. Il y a des améliorations comme... je vais pas repartir dans les améliorations d'Android 8 parce qu'il y a assez peu de téléphones qui peuvent en bénéficier, mais c'est une mise à jour évidemment que vous pouvez faire et que vous apprécierez parce que il y a plus de contrôle, les applications sont plus restreintes, donc elles peuvent plus faire n'importe quoi. Il y a le centre de notification qui est meilleur, etc., etc. Autre info, le Uber a son nouveau CEO, c'est Dara Khosrowshahi. Voilà, c'est un. J'ai souffert aussi. Quand oui, c'est pas Khosrowshahi. Voilà, c'est facile à dire quand on l'a dit 2 fois. Donc c'est l'ancien président de Expedia.
Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Expedia. C'est ça. Et alors c'est un type qui est, c'est assez rare. C'est un type qui est resté dans la même boîte pendant genre une dizaine d'années, qui est apprécié d'à peu près tout le monde. Visiblement, tout le monde dit que c'est un mec super, qui a une super expérience, etc., etc. Donc peut-être la personne et en plus le board d'Uber et Travis Kalanick sont contents. D'après c'est pas juste ce qu'ils ont annoncé officiellement, mais ce qu'on a entendu par des oreilles indiscrètes, tout le monde a l'air content du choix de Dara. Donc peut-être que Uber est sur la bonne voie, enfin sera sur la bonne voie bientôt. Il a annoncé qu'il y aurait le chemin vers l'IPO, c'est dans 18 à 36 mois l'IPO d'Uber. Donc il a des choses à mettre en ordre chez Uber dans l'année et demie on va dire d'ici 1 an et demi, 2-3 ans, il faudra que les choses soient un petit peu plus propres chez Uber. Mais j'ai pas une réaction sur la nomination de Dara Khosrowshahi ou on passe à autre chose? Bah, bonne pour chance. moi, bonne chance, voilà, Joker. Ouais, c'est un petit peu famille charmante et tout, on y va. Très bien. Et effectivement, je crois que la chose qu'on peut lui souhaiter pour Uber, c'est bonne chance. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'il fallait, quoi. Travis est dehors, Dara est maintenant dedans et il va pouvoir travailler, quoi. Ouais, le truc qui va être dur pour lui, c'est que t'as quand même Kalanick qui est juste à l'orée du bois et il a pas le loisir de se planter. Imagine juste que Tim Cook avait pris les rênes d'Apple et que Steve Jobs était encore vivant, mais qu'il avait décidé de lever le pied et ça serait horrible en fait. C'est la situation. T'as le patron charismatique machin et toi t'essayes de gérer la boîte. J'envie pas cette position en fait. C'est vrai. Tinder est passé au top des applications les plus lucratives de l'App Store. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Ils ont lancé Tinder Gold. Est-ce que vous savez ce que c'est que Tinder Gold? Oui. Bah non. Oui. Écoute, moi je ne savais pas, j'ai dû aller regarder dans l'article, mais Jérôme, puisque tu sais, tu vas nous le dire. Ah bah moi je le sais parce que je l'ai traité dans Techscope le matin. Mais non, mais parce que tu testes tous les jours Tinder. Alors tu sais que pour la blague, si tu veux une anecdote rigolote, je suis passé sur Egal M6 pour parler des applis de rencontres. Donc j'avais installé un certain nombre d'applis de rencontres pour tu vois et je me suis fait choper par Marion parce qu'elle a vu un mail de retour de Tinder, merci de vous être abonné et tout. J'ai passé un sale quart d'heure. Hein. Ah oui. Ah ouais. Mais vraiment. Non, je plaisante. Non, d'accord, ok. Mais c'est pas, j'étais pas très discret aussi. Hein. J'ai pas fait ça avec un mail dissimulé ou bref. Ouais, t'avais pas de raison de te cacher. C'est complètement légitime ton truc. En fait, le truc Gold, ça joue sur un super élastique humain. C'est qui m'aime dans la vie. Et en gros, jusqu'ici. Génial. Le principe de Tinder, c'était qu'il fallait que les deux personnes s'aiment pour se découvrir. C'était très romantique. Mais maintenant, si tu payes tes 15 $, tu vas pouvoir savoir qui t'a aimé avant de dire si tu les aimes en retour. Franchement, c'est hyper malin. Parce que pour le coup, c'est un sentiment. Enfin, c'est complètement comment dire. On a tous reçu ces faux mails sur Facebook. Regardez qui regarde votre profil. Ouais. C'est LinkedIn qui te vend leur formule pro. Regardez qui a regardé votre profil. Qui me voit, qui me regarde, qui m'aime. Enfin, là, on fait appel au plus vieux ressort existentialiste. Voilà. Donc viscéral, oui, ça marche du feu de Dieu. Un truc assez marrant que j'ai découvert sur le site de notre ami Corben. Il est possible d'utiliser Facebook comme annuaire universel. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous donnez votre numéro de téléphone à Facebook. Généralement, la plupart des gens le font. Et ben en fait, sur la page de récupération de compte, on peut récupérer son compte avec son numéro de téléphone. Et si vous rentrez le numéro de téléphone de quelqu'un, enfin un numéro de téléphone que vous avez, par exemple quelqu'un vous appelle, vous savez pas qui c'est, ou vous voulez retrouver la personne en question, et ben ça met la photo et le nom de la personne et une partie des informations de la personne. Donc ça peut servir comme annuaire universel. Inversé, ouais. Inversé, oui, pardon. Annuaire inversé, oui, bien sûr. C'est pas pour avoir le numéro de téléphone de la personne. C'est si vous avez le numéro de téléphone, vous allez pouvoir savoir à qui il appartient. Au moins avec la photo ou la... Enfin, je sais pas, moi, ça me donne presque envie de retirer mon numéro de téléphone. Oui, carrément. Et pensez-y, les youtubeurs qui font des blagues au téléphone, maintenant on peut vous trouver, quoi. Ah, pas con, effectivement.
Quoi d'autre? Facebook va retirer, toujours dans ses problèmes de financement des fausses informations, est en train de retirer aux pages Facebook alors, il faut expliquer. Ils vont retirer aux pages qui diffusent des fausses informations la possibilité d'acheter de la publicité sur Facebook. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les pages qui diffusent des fausses informations ne pourront plus se diffuser aussi facilement, c'est-à-dire en payant pour ajouter des vues à leurs informations. Et la manière dont ils vont sélectionner ces pages, c'est qu'ils vont déterminer, en fonction des partenaires avec lesquels ils travaillent, les partenaires qui sont censés être neutres pour déterminer si les informations sont fausses ou pas. Et ben, si elles sont trop signalées pour une certaine page, elles seront du coup passées dans cette liste qui n'a plus la possibilité d'acheter des pubs. Là où c'est intéressant, c'est que on va à un moment avoir une page qui va se faire bannir pour une raison ou une autre et qui va dire « Regardez, Facebook me censure ». Et ça va être hyper important de voir si Facebook réussit à bien expliquer ou à bien communiquer sa stratégie, qui est de dire « C'est pas nous, c'est les sites neutres, les sites tiers, les organisations qui s'occupent justement de déterminer si une information est juste et vraie ou pas ». Et c'est de eux que vient ce message, et donc c'est à eux qu'incombe la responsabilité. Mais c'est pas nous, c'est pas Facebook. Et on se met dans une position hyper intéressante parce qu'on est dans une situation où on s'est retrouvé. Moi, je disais souvent, je veux pas que Facebook et Google soient responsables de décider qui a le droit de s'exprimer ou même de se diffuser sur Internet. À une situation où c'est devenu tellement n'importe quoi que il faut bien trouver un moyen d'endiguer ces informations erronées qui se diffusent de cette manière et qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques sur les choix des gens, notamment au niveau politique. Et du coup, Facebook et tous ces acteurs sont un petit peu coincés entre les deux situations où d'un côté on leur dit c'est votre responsabilité d'arrêter ces informations ou de supprimer les pages controversées. Et le fait qu'on veut pas qu'ils soient, eux, en mesure de décider ce qui peut s'exprimer ou pas. Donc, pour moi, l'important, là, c'est des sujets dont on a déjà parlé, mais pour moi, l'important va être de voir si Facebook réussit vraiment à faire comprendre aux gens que c'est pas eux qui décident. Et on verra s'ils vont réussir ou pas, quoi. Écoutez, on enchaîne avec l'information selon laquelle le gouvernement allemand a déterminé les règles éthiques des voitures autonomes. Alors là, les fans de science-fiction vont tout de suite penser aux 3 règles de la robotique. Je pense que c'est immédiat, mais je vais vous énoncer les règles en question que devront implémenter les constructeurs de voitures autonomes. Alors, il faut toujours protéger la vie humaine. S'il y a une situation dangereuse et qu'il y a un accident qui va arriver, il faut toujours protéger les humains plutôt que de protéger d'autres créatures ou du matériel. Donc ça, a priori, assez logique. Mais une autre qui est intéressante, s'il y a un accident, le véhicule ne doit pas faire de choix sur qui sauver. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir, évidemment, en fonction de la race, ça c'est évident, mais non plus, bien sûr, en fonction du sexe ou de l'âge ou de ce genre de choses. Donc ce genre de questions, genre s'il y a un enfant et une personne très âgée, est-ce que on va choisir de plutôt se diriger le véhicule vers la personne qui a moins d'années à vivre a priori? Bah non, là ils disent clairement, et c'est sans doute une bonne chose, il faut pas faire ce type de choix, il faut pas faire de choix. Donc du coup, l'absence de choix est-elle un choix? Parce que la voiture, elle pourrait dévier et aller vers une autre personne, mais si on continue à aller tout droit, c'est qu'elle choisit de continuer à aller tout droit. Enfin, c'est évidemment un petit peu compliqué, mais je pense que la règle me paraît bonne à dire on peut pas faire de choix, parce que si on se met à dire il faut faire des choix ou on pourrait faire des choix, là c'est la boîte de Pandore, quoi. Ça devient complètement impossible à gérer. Après il y a d'autres trucs du genre. Comme tu dis, c'est presque un choix déjà qui est pas de choix.
Ouais, mais je crois que c'est l'alternative qu'il faut voir pour comprendre ce choix. Ouais. Parce que si tu dis oui, on peut faire un choix, là ça ouvre tellement de questions et de questions auxquelles on n'a pas du tout envie de répondre que il vaut mieux dire on fait pas de choix et donc bah voilà, ça veut dire que l'ordinateur entre guillemets choisit de continuer tout droit plutôt que de tourner si dans ces conditions bah il va tout droit. Tu vois, c'est compliqué, mais alors ça veut dire est-ce qu'il faut que l'ordinateur calcule ce qui va se passer à tel moment si rien ne change et qu'est-ce qui va se passer si quelque chose ne change et choisir de ne rien changer? Oui, c'est compliqué, mais c'est vraiment de la philosophie de science-fiction quoi. On arrive à un truc hyper compliqué, mais Bah, j'arrive plus à retrouver le terme, mais c'est le fameux, enfin, ça vient de Star Trek, c'est, je crois, le Kurubashi ou un truc comme ça. Mais non, tu mélanges Non. tout, Jérôme, tu vas te faire. Mais non, c'est bien ça. Alors, C'est la situation de non-choix. Quoi Oui. que tu choisisses, de toute façon, ça se termine mal. Oui, c'est-à-dire que dans Star Trek, c'est le test de. Je pensais que tu allais parler d'Asimov, mais c'est Star Trek. Non, je parle Star Trek et c'est une épreuve de la fédération. C'est ça, qui est le pour test tous à les la fin, c'est le capitaines. Kobayashi Maru. Kobayashi, voilà. Kobayashi. C'est ça que je cherchais. Et effectivement, c'est une situation où il peut pas gagner. Donc, c'est censé être la situation où s'il fait tel choix, bah il se passe tel truc qui est mauvais, et s'il fait tel autre choix, il se passe aussi tel truc qui est mauvais. Et ce que décide Kirk, c'est de juste pas faire de choix. Donc le truc de non. Alors c'est moi qui le plante. Tu connais merde. pas Star Trek. Non, il décide de péter l'ordinateur et de tricher pour gagner quand même la situation. C'est ça. C'est-à-dire qu'il sort de la simulation et il va trafiquer l'ordinateur de la simulation. Eh ben peut-être que du coup la solution pour les voitures autonomes sera de trafiquer l'ordinateur. Exactement. Bon, autre règle, il faut un enregistrement de tout ce qui s'est passé, qui puisse être accessible dans une sorte de boîte noire, et les conducteurs doivent toujours avoir contrôle maximum sur les informations personnelles qui sont collectées. Ça, c'est très allemand. Ils sont encore plus intransigeants que nous à ce niveau-là. Donc voilà. En gros, il faut demander l'autorisation pour toutes les données qui seront utilisées par les véhicules autonomes. Très bien. Quoi d'autre Alors Google a choisi de s'accorder avec la décision de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne, pour les questions de monopole sur les achats sur les moteurs de recherche de produits. Et en fait, ils avaient eu une amende de 2,4 milliards de dollars en fin juin, et ils avaient évidemment dit qu'ils étaient pas du tout d'accord parce qu'ils proposaient un service de recherche de produits comme ils proposent des services de tout type de recherche. Et que donc c'était juste un service pour l'utilisateur et que c'était pas un abus de position dominante. Je vais pas refaire toute l'histoire. Ils avaient été pas du tout d'accord et là visiblement il semblerait qu'ils seraient au final d'accord pour donner une solution, peut-être changer la manière dont ils opèrent, sans doute pour éviter d'autres amendes encore plus importantes. Quel que soit, enfin moi ma vision de ce truc, c'est que au-delà de le fait qu'ils aient raison ou pas, je pense qu'il n'est pas négatif que on puisse leur imposer quelque chose. Parce que et de les faire plier. Ensuite, est-ce que c'était le bon combat à avoir? Je sais pas, mais le fait qu'on puisse dire à une de ces immenses sociétés de la tech, bah oui, mais on s'en fout, c'est comme ça, et c'est presque une question d'établissement d'autorité, quoi. Donc voilà, ça peut être, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles c'est pas juste. Et moi-même, je suis pas convaincu que ce combat-là ait été le bon combat à mener pour l'Union européenne. Cette question de moteur de recherche de produits, je dis pas que c'est le cas ou pas le cas, mais je suis pas convaincu. Mais s'ils finissent par plier, ben c'est peut-être pas plus mal, quoi. Ouais, je pense qu'il y a toujours ce rapport de force entre les États, les GAFA, qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Bah c'est ça, c'est pour ça que c'est un bon précédent à avoir, on va dire.
Bon, le fisc français va faire payer des amendes à Microsoft, 600 millions, également pour ces problèmes de où est-ce que leurs employés, où est-ce que Microsoft fait vraiment son business. C'est toujours cette question de fiscalité irlandaise qu'on évoque souvent dans l'émission. Et puis on va conclure avec la Chine qui a interdit le fait de mettre du contenu, enfin de faire des posts anonymes sur les communautés en ligne et les forums de discussion. À partir du 1er octobre, il faudra que toute personne qui met une réponse sur un forum ou qui poste un sujet sur un forum puisse être identifiée. Donc un petit peu, c'est un truc qu'ils avaient fait en Corée du Sud pendant quelques temps, et puis finalement ça a été, enfin c'était juste pour les comptes en fait, pour tous les comptes il fallait pouvoir identifier les gens. Finalement ça a été supprimé, mais bon là c'est la Chine, ça rigole pas. Et ils ont interdit les ICO, ce fameux mode de financement ou de, c'est un petit peu plus compliqué les ICO, faudra qu'on en parle à un moment, mais c'est devenu interdit en Chine. Donc là encore c'est un moyen d'avoir plus de contrôle. Entre tous ces trucs et le fait qu'ils interdisent les VPN il y a quelque temps, ils sont vraiment en train de serrer la vis quoi en Chine sur Internet. Donc voilà. Ouais. Ouais, c'est un petit peu ça la réaction. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode du Rendez-vous Tech qui a été, j'espère, un excellent moment que vous avez passé en notre compagnie. En tout cas, pour moi, c'était le cas. On va, avant de se quitter, bien évidemment, donner à Jérôme et à Pépé l'occasion de nous dire où on peut leur retrouver sur Internet, si les auditeurs en veulent plus. Commençons par Jérôme, tiens. Eh ben moi, vous pouvez me retrouver sur Nowtech, donc la chaîne YouTube. Tous les matins, donc on fait également un live sur les news tech. Vous retrouverez sur notre deuxième chaîne qui s'appelle Nowtech Live. Quelle surprise, quelle imagination. Donc vous avez Nowtech et Nowtech Live, et c'est là où vous pouvez me retrouver. Et Jérôme Kainborg sur Twitter, ça sera dans les notes de l'émission. Pépé, où peut-on te retrouver? Yes. Alors moi, il faut prendre des notes. C'est un petit peu ça. D'abord, je tenais à vous remercier vraiment les garçons parce que c'était très agréable. J'avais jamais fait cet exercice avec vous, c'est super. J'ai pu gueuler sans faire saturer Skype et tout. Moi, je trouve ça vraiment délicieux. Donc, j'ai dit ce que je pense. Moi, je suis foutu comme ça. J'ai pas rien. J'ai pas de filtre entre le cerveau et la bouche. Alors, on peut me retrouver sur 01net TV. Il y a De quoi je me mail. Il y a l'émission Power tous les lundis sur 01net TV et YouTube. BFM Business. Il y a Tech & Co. Je fais des plateaux sur place également, je sais jamais quand, mais enfin bref, c'est sur place. Energy Games, le site internet avec la partie high-tech. Il y a RMC Podcast également avec De quoi je me mail. Il y a ma chaîne YouTube perso PP World avec des vidéos qui déboulent tous les 2 jours ou les 3 jours. C'est des vlogs, c'est des trucs, il y a de tout. C'est tout ce que je ne peux pas faire dans les médias, entre guillemets, parce que j'en ai pas le temps. Donc j'ai la possibilité vis-à-vis de mes rédacteurs en chef. Je le fais donc sur ma chaîne YouTube indépendante. Donc comme ça, c'est des compléments, c'est mignon comme tout. Instagram, Snapchat, Periscope, Twitter, PP Garcia 75 et Facebook PP Business. Voilà. Je suis désolé. Bah écoute, moi désolé. non, mais ça fait de quoi peupler les soirées d'hiver qui arrivent. C'est très très bien. Il faut que tu te crées une adresse About Me et tu mettes tout dans PP Garcia. Je sais que franchement, ouais, ça serait cool, mais. Bon, mais ouais, tu sais quoi, moi, ce que je fais, c'est que je donne toujours le compte Twitter parce que c'est mon réseau social préféré et donc j'y envoie les gens et il y aura le lien vers PP Garcia 75 dans les notes de l'émission et sur ta page Twitter, tu en as une bonne partie des liens vers les trucs que tu fais, donc je pense que ça peut convenir. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également laisser des commentaires sur iTunes. Vous faites comme Beignéron qui nous a mis un commentaire de Belgique qui dit du pro par un pro avec 5 étoiles. Merci de nous offrir une vision très large de la tech. Élargir nos horizons nous permet de prendre du recul et de se frotter à d'autres opinions. Merci beaucoup Beignéron. J'ajoute que vous pouvez également mettre des commentaires sur frenchspin.fr, le site où j'héberge toutes mes productions, et il y a plein de gens qui m'ont dit par rapport à l'épisode précédent que la possibilité de stocker de l'énergie kinétique ou cinétique avec les fameux trains à ciment que j'évoquais dans l'épisode précédent existait déjà avec le principe du pompage-turbinage, et je parle parfois de ce genre de réaction, mais là j'ai eu, je sais pas, peut-être 25 personnes qui m'ont envoyé des tweets, des mails, des messages pour me dire que ça existait. Effectivement,
effectivement, le principe existait déjà. Alors c'est un petit peu, on n'a pas besoin d'un lac quand on a ces rails à ciment là que j'évoquais dans l'épisode précédent, mais bon, c'est effectivement un principe qui existait. Donc merci à vous tous de me l'avoir signalé. Dernière chose, je rappelle évidemment patreon.com/rdvtech si vous voulez soutenir l'émission, c'est toujours énormément apprécié et ça prend 2 secondes à faire. C'est l'adresse URL est dans les notes de l'émission et bien sûr le 16 septembre à 16h au Courcoran du Sacré-Cœur. Si vous y êtes, on se fera des hugs et des bisous, ça sera super sympa et je serai très heureux de vous voir. On se donne rendez-vous dans tous les cas dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, plein de bisous. Ciao ciao. Salut tout le monde. Salut tout le monde.